Ce qui est assez fou, c'est qu'avec juste quelques clics, des petites bribes d'informations que l'on trouve partout publiquement peuvent en fait révéler des secrets assez profonds. C'est ça, le monde du renseignement d'origine sources ouvertes, ou OSINT. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans pour comprendre comment des données accessibles à tous peuvent permettre de dresser un portrait complet et parfois un peu troublant de n'importe qui. Bon, cette phrase, elle est directe, c'est vrai, presque brutale, mais elle capture bien l'essence du sujet. L'OSINT, en fait, c'est un ensemble de techniques vraiment puissantes qui, même si elles sont tout à fait légales, jouent un peu avec les limites. Alors, de quoi on parle concrètement ? Alors, mettons les choses au clair tout de suite. L'OSINT, ce n'est pas du piratage, non. La définition est même très simple. Il s'agit simplement de collecter et d'analyser des infos que les gens ou les entreprises ont déjà mises en ligne, que ce soit volontaire ou pas. Et c'est vraiment là que ça devient fascinant et un peu effrayant. Tout part souvent d'un minuscule fil. Un nom d'utilisateur, une adresse email, et en tirant sur ce fil, un enquêteur peut, petit à petit, reconstituer tout un écosystème numérique autour d'une personne. Il connecte les points, et à la fin, il obtient une image de sa vie qui est, étonnamment complète. Ok, mais alors concrètement, on commence par où ? Il faut oublier les logiciels super complexes et les écrans noirs avec du code vert qui défile. Non, le premier outil, le plus fondamental, c'est celui qu'on utilise tous les jours. On va voir comment une simple recherche peut vite se transformer en véritable enquête. La toute première technique, la base de la base, c'est d'utiliser des guillemets. Une recherche sans guillemets sur un nom, ça va donner plein de résultats, un peu vagues, un peu approximatifs. Mais en mettant ce même nom entre guillemets, on donne un ordre à Google. On lui dit « je ne me montre que cette expression exacte ». C'est la différence fondamentale entre le bruit ambiant et un signal très clair. Allez, on passe au niveau supérieur. Maintenant, on va parler de Google Dorking. Le terme est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais en gros, ça désigne l'utilisation de commandes spéciales qui transforment le Google de tous les jours en un véritable outil d'investigation. Voilà les commandes de base à connaître. Avec Cite : par exemple, on peut forcer Google à ne chercher que sur un seul site web. Très pratique pour trouver tout ce qu'une personne a pu poster sur un forum précis. Le petit tiret, lui, il sert à exclure des mots. Mais le plus intéressant de tout, c'est File Type : Imaginez, pouvoir chercher uniquement des PDF ou des tableurs Excel, c'est souvent là qu'on trouve de vraies pépites. Bon, et si on combine tout ça, ça donne quoi ? Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on tape dans Google site.pastbin.com, filetype txt, password. Là, ce qu'on demande à Google, c'est de trouver tous les fichiers texte uniquement sur le site pastbin.com qui contiennent le mot exact password. Et il faut savoir que Pastbin, c'est un site de partage de code, mais c'est aussi un endroit où des fuites de données, comme des listes de mots de passe, sont très souvent partagées. Et là, on touche à quelque chose de sensible. Une simple recherche FileType TXT peut faire remonter des listes de mots de passe. Une recherche FileType SQL peut carrément exposer des sauvegardes de bases de données entières. Et FileType PDF, eh bien ça, c'est la porte ouverte aux rapports internes, aux documents confidentiels, bref, à tout ce qui n'aurait jamais dû se retrouver indexé par Google. Et si on se dit que c'est déjà puissant, attendez, il existe des sortes de livres de recettes pour ça. La Google Hacking Database, par exemple, c'est une immense collection de recherches déjà toutes prêtes, partagées par des experts. Elles permettent de trouver des serveurs mal configurés, des infos sensibles et même des caméras de surveillance accessibles publiquement juste avec une recherche Google. Bon, maintenant, on arrive au point culminant. Comment toutes ces techniques peuvent mener à la découverte de l'une des informations les plus privées qui soient, nos mots de passe. Le point de départ, bien souvent, il est tout bête, presque anodin. C'est une simple adresse email. Beaucoup de créateurs ou d'entreprises la rendent publique pour qu'on puisse les contacter. La page à propos d'une chaîne YouTube, c'est l'exemple parfait. Une fois qu'on a cet email, on peut commencer à le chercher dans des bases de données de fuite qui sont connues. Et parfois, c'est le jackpot. Le mot de passe est stocké en clair, c'est-à-dire sans aucun chiffrement. Il apparaît comme ça, écrit noir sur blanc, juste à côté de l'identifiant. C'est une erreur de sécurité qui paraît basique, mais qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Heureusement, la plupart du temps, les mots de passe sont hachés. C'est-à-dire qu'un algorithme mathématique transforme le mot de passe en une chaîne de caractères qui a l'air complètement aléatoire. Password devient cette longue suite de chiffres et de lettres. L'idée, c'est qu'à partir de ce résultat, il est impossible de faire le chemin inverse pour retrouver l'original. Alors, si c'est impossible de revenir en arrière, comment les attaquants font-ils pour retrouver le mot de passe original ? La réponse, c'est qu'ils ne cherchent pas à casser le code, ils le contournent. La solution s'appelle une table arc-en-ciel. Le nom est plutôt poétique, presque ludique, mais il ne faut pas s'y fier. C'est un outil d'une efficacité redoutable. Voilà le principe. Plutôt que d'essayer de déchiffrer le hachage, un attaquant va prendre des millions, des milliards de mots de passe courants, il va les hacher à l'avance et il va stocker les paires mot de passe original et son hachage dans une immense base de données. Après, il lui suffit de chercher le hachage qu'il a trouvé dans sa table arc-en-ciel et il retrouve instantanément le mot de passe original. Après avoir vu toutes ces techniques,
C'est évident que l'OSINT est un outil extrêmement puissant. Mais son utilisation, elle dépasse très largement le simple cadre du piratage. Parce que Google, en réalité, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Une recherche d'images inversée peut démasquer un faux profil en quelques secondes. Il y a des outils qui peuvent prendre un seul pseudonyme et le retrouver sur des centaines de sites différents. Il existe même des annuaires comme l'OSINT Framework, qui est une véritable boîte à outils numérique avec des centaines de ressources pour à peu près chaque type de recherche imaginable. Alors, qui sont ces utilisateurs? On pense tout de suite aux espions, bien sûr, mais la réalité est beaucoup plus large. Ce sont des journalistes qui vérifient leurs sources, des entreprises qui évaluent leurs concurrents, des recruteurs qui vérifient des candidats, et même tout simplement des curieux qui veulent juste savoir ce qu'Internet dit sur eux. Et c'est là qu'on trouve tout le paradoxe de l'OSINT. Chaque étape, prise séparément, est légale. On ne fait que consulter des informations publiques. Mais c'est l'intention derrière la collecte, l'assemblage de toutes ces pièces du puzzle, qui peut très vite faire franchir une ligne éthique. Et ça nous amène à la question centrale de notre époque numérique, quand tout est public, où finit la recherche et où commence l'intrusion? Chaque information qu'on partage en ligne est une pièce d'un grand puzzle. La technologie nous a donné le pouvoir incroyable de l'assembler, mais elle ne nous a pas encore appris où se trouve la limite à ne pas dépasser.